Bonjour à tous. Avant tout, merci de m'avoir invité pour ce colloque. C'est un très grand plaisir. Je vais aujourd'hui vous partager ma réflexion sur la question de la transition écologique dans les négociations de l'accord UE-Mercosur et plus particulièrement sur les négociations relatives à l'agriculture durable, puisque, on le verra, elle constitue le point saillant des négociations. Je vais commencer par un bref propos introductif qui va être divisé en 3 temps. D'abord, je vais montrer que l'accord UE-Mercosur est assez spécifique en ce qui concerne 2 intégrations régionales. Ensuite, on constatera qu'en l'espèce, c'est le secteur agricole qui a contribué à bloquer les négociations à plusieurs reprises et que, de ce fait, il s'agit d'un secteur à part dans les négociations bilatérales. Et enfin, je montrerai que, plus précisément, au sein du secteur agricole, c'est la question de l'élevage qui a contribué à bloquer le processus, à bloquer à plusieurs reprises le processus de négociation. Donc, d'abord, les négociations pour... je vais faire un bref rappel historique des négociations. Donc, celle-ci, ces négociations pour un accord d'association entre l'Union européenne d'une part et le Mercosur d'autre part ont débuté autour des années 2000. Ainsi, un accord cadre interrégional de coopération a été signé le 15 décembre 1995 et des négociations ont eu lieu entre 1999 et 2004. Celles-ci n'ont pas abouti en raison de discordes relatives aux produits agricoles et agro-industriels, d'une part, et d'autre part, du caractère imparfait de la zone de libre-échange qui était récemment mise en place entre les pays du Mercosur. Par la suite, des reprises de négociations ont été annoncées en 2006 et 2008, mais ce n'est que lors du sommet de Madrid en 2010 que les négociations ont repris. Et ainsi, entre 2010 et 2012, 9 séries de négociations ont eu lieu, mais celles-ci n'ont encore une fois pas abouti. En 2016, le contexte politique a permis une reprise des négociations qui ont également été bloquées, mais 3 ans plus tard, les 2 blocs sont parvenus à un accord de principe qui a été signé et publié par la Commission le 28 juin 2019. Cet accord de principe, il résume les 17 chapitres du volet commercial de l'accord d'association plus large dans lequel il s'inscrit. Néanmoins, la France et l'Allemagne ont déclaré qu'elles ne le ratifieraient pas en l'état et le Parlement européen a voté contre sa ratification en octobre 2020. L'accord UE-Mercosur est singulier, donc, en ce qu'il s'agit du plus important accord de libre-échange conclu par l'Union européenne, tant au regard de la population concernée, puisque les 2 zones comptent 780 millions de personnes, et qu'au regard des volumes d'échanges couverts, qui sont entre 40 et 45 milliards d'euros d'importation et d'exportation. Ainsi, le fait que l'accord UE-Mercosur fasse intervenir une multitude de parties et, qui plus est, des parties qui représentent des parts importantes du commerce mondial, l'Union européenne, par exemple, elle représentait 21% des parts dans tous les accords commerciaux régionaux en vigueur notifiés à l'OMC en 2014, justifie que cet accord puisse être qualifié de méga ACR. Et donc, c'est une tendance qui s'inscrit plus largement dans un attrait pour le bilatéralisme qui marque une volonté des parties de complémenter le multilatéralisme dont l'OMC peine à assurer l'efficience, comme ça a pu être mentionné dans les présentations précédentes. Donc, il ressort de l'historique des négociations que c'est le secteur agricole qui, à plusieurs reprises, a contribué à stopper les négociations entre les 2 blocs. Et cela justifie donc que l'on s'interroge sur la pertinence de le libéraliser. Certains chercheurs considèrent que le libre-échange est bénéfique pour la protection de l'environnement. Ainsi, Grossman et Kruger ont adapté la courbe de Kuznets au cas de l'environnement. Selon cette courbe, le développement économique serait dans un premier temps nocif pour l'environnement, en ce que les agents s'en préoccupent peu, mais une fois que le niveau de revenu a atteint un certain seuil, c'est ce qu'on appelle le point de retournement, qui est atteint une fois que les besoins primaires sont satisfaits, la tendance s'inverse. Reste que ces considérations qui s'appliquent à
beaucoup de secteurs libéralisés, ne s'applique pas forcément à l'agriculture puisque c'est un secteur très spécifique. Néanmoins, il est considéré que les limites du protectionnisme agricole, d'une part, et surtout la nécessité de satisfaire l'objectif de sécurité alimentaire, montrent qu'il est préférable d'opter pour une libéralisation maîtrisée des échanges qui permettrait donc de concilier et libre-échange et préservation de l'environnement. Ainsi, l'agriculture est un des secteurs les plus importants des accords commerciaux régionaux et au cours de la dernière décennie, le commerce international des produits alimentaires a presque triplé de volume. Les objectifs définis par l'Union européenne et le Mercosur en matière agricole devront être conciliables avec les obligations tirées de l'accord sur l'agriculture de l'OMC. Il s'agit là du principal accord qui régit le commerce des produits agricoles à l'échelle internationale. Et on voit au cours des négociations relatives au secteur agricole dans les différents accords de libre-échange que des secteurs dits sensibles vont émerger. Et ces derniers sont différents en fonction des avantages comparatifs des pays avec lesquels l'UE commerce. En l'occurrence, dans le cas de l'accord du Mercosur, c'est la filière de l'élevage qui constitue la pierre d'achoppement des négociations. Et cela s'explique par le fait qu'il s'agisse d'un secteur sensible tant au sein de l'Union européenne que dans le cadre de son action extérieure. Donc, il sera particulièrement opportun de s'appuyer sur ce secteur pour mettre en lumière le fait qu'il soit particulièrement complexe de parvenir à un accord cohérent avec les ambitions de l'Union en termes de développement durable. Dès lors, pour parvenir à cette cohérence, l'Union entend utiliser son levier commercial pour promouvoir des normes exigeantes en termes de développement durable. C'est cette diffusion des normes qui est supposée permettre de protéger le modèle européen de l'élevage. Et pour que celle-ci soit acceptée d'un point de vue politique, elle passe par une approche coopérative de l'Union. Et cette approche coopérative de l'Union est conjuguée à une démocratisation de la gouvernance de l'accord. Néanmoins, cette velléité de l'Union d'utiliser son levier commercial pour promouvoir des normes exigeantes en termes de développement durable de manière générale est complexifiée en matière agricole, puisqu'il va falloir intégrer la politique agricole commune, donc politique agricole interne de l'Union, dans les relations économiques extérieures. Et en effet, la politique agricole commune, elle dépend matériellement de la politique commerciale commune. Les accords de libre-échange sont conclus en suivant la procédure de la politique commerciale commune, qui est autonome par rapport à celle de la PAC, la politique agricole commune, conformément à l'avis 1,94 de la CJCE. Concernant les questions de compétences également, le traité de Lisbonne reconnaît à l'Union une compétence partagée en matière agricole, selon l'article 4 du TFUE, mais s'agissant du volet externe de la PAC, c'est une compétence exclusive qui est reconnue à l'Union. En ce qui concerne la politique commerciale commune, celle-ci relève également d'une compétence exclusive de l'Union, conformément à l'article 3, paragraphe 1 du TUE. Et en quelque sorte, on peut considérer que la PAC subit une concurrence de la politique commerciale commune. Et c'est pour cela, pour s'adapter à cette libéralisation du secteur agricole, que la PAC a été réformée une première fois en 1992, puis en 1999, en vue de baisser les prix pour les rapprocher des cours mondiaux, ce qui de fait a minimisé les conflits entre la politique commerciale de l'Union et la PAC. Cela était nécessaire puisque c'est la PAC, comme je l'ai dit, qui est chargée d'exporter le modèle agricole sur la scène internationale. Et il apparaît finalement que la PAC agisse plutôt comme une contrainte qui pourrait permettre à l'Union d'assurer le rayonnement externe de la PAC tout en asseyant sa légitimité sur la scène internationale. Plus encore en matière environnementale, le fait qu'on observe un certain alignement des pratiques de négociation en matière agricole sur celles des autres secteurs peut être une bonne chose, en ce qu'en interne, ça peut permettre à la politique agricole commune de l'Union d'évoluer. Voilà. L'Union
a également recours à la stratégie d'intégration environnementale qui est censée lui permettre de parvenir à davantage de cohérence donc entre sa politique agricole interne et sa politique extérieure. Ce principe d'intégration environnementale, il est posé à l'article 11 du TFUE et est issu du processus de Cardiff, et il doit permettre d'ajouter une dimension environnementale aux objectifs de la politique commerciale commune de l'Union qui implique la PAC. Dans les faits, adopter une telle approche horizontale semble idoine puisqu'elle permet d'assurer une cohérence en amont, donc au sein de l'Union européenne, entre les politiques environnementales et agricoles qui sont impliquées dans les négociations, puisque, en effet, les divergences d'intérêts au sein de l'Union qui se matérialisent par des conflits d'intérêts entre la Direction générale agricole, d'une part, et la Direction générale environnement, d'autre part, peuvent nuire à la crédibilité de l'Union en tant que négociateur, puisqu'elle ne parvient pas forcément à afficher une position univoque. Donc, une fois une politique cohérente établie en matière d'élevage durable, celle-ci doit être conciliée avec la politique externe de l'Union, qui, elle, est menée dans le cadre de la politique commerciale commune et qui est chapeautée par une troisième direction générale, la DG Commerce. Au surplus, les problématiques liées à l'environnement ayant par nature une dimension transnationale, la coopération internationale qui est prévue à l'article 191 du TFUE paraît particulièrement propice. Le recours à cette coopération internationale paraît propice puisque le caractère hybride que revêt la politique environnementale de l'Union, en ce qu'elle, bien que la politique environnementale de l'Union, en fait, elle figure au titre des politiques internes de l'Union, mais l'article 21 du TFUE la considère comme un objectif transversal, d'où le fait qu'on la qualifie d'hybride, doit permettre d'introduire des normes exigeantes en matière de développement durable. Bon, néanmoins, tout ceci est à relativiser, puisque, pour reprendre le secteur de l'élevage qui est assez parlant, on constate que les normes relatives à l'élevage durable n'ont dans l'accord qu'une dimension accessoire. Et alors que l'Union entend utiliser son levier commercial pour permettre aux deux parties de verdir leur politique agricole interne, enfin, c'est ce qui transparaît des communications récentes de la Commission, l'accord de principe conclu en juin 2019 donne plutôt l'impression que l'Union cherche davantage à protéger son propre modèle environnemental qu'à véritablement l'exporter pour aller vers des normes plus ambitieuses. Dès lors, plusieurs outils juridiques sont envisageables pour garantir une véritable cohérence entre politique agricole interne et action extérieure. D'abord, la réciprocité des normes de production est un levier qui doit permettre davantage de cohérence entre les aspects environnementaux de la politique agricole interne de l'UE et son action extérieure. L'accord UE-Mercosur, l'accord de principe, prévoit explicitement que les parties ne puissent avoir recours à la clause de sauvegarde spéciale agricole de l'OMC. Elle est explicitement évincée dans l'accord. Les filières agricoles sensibles et la filière de l'élevage notamment seront donc protégées uniquement par les clauses de sauvegarde bilatérales contenues dans l'accord UE-Mercosur. Néanmoins, pour être déclenchée, la dite clause de sauvegarde bilatérale générale prévue dans l'accord suppose que soient caractérisées, établies des circonstances exceptionnelles. Or, l'emploi de ce terme exceptionnel ne présage pas forcément d'une grande souplesse dans la mise en œuvre du mécanisme de sauvegarde, d'autant que les nouveaux contingents tarifaires prévus pour les secteurs agricoles sensibles très importants ne seront, selon plusieurs études d'impact, même pas atteints. Voilà. De plus, ça marque quand même une certaine incohérence avec les politiques de l'Union et notamment la politique dite de la ferme à l'assiette. Également, il faut souligner brièvement que la consécration du principe de précaution n'est pas satisfaisante dans l'accord et le fait que les différentes parties ne soient pas d'accord sur la manière dont on doit l'interpréter révèle un certain manque de clarté, encore une fois, de l'accord sur ce point. Bon,
Voilà, désormais, pour conclure brièvement, l'étude du secteur de l'élevage dans les négociations de l'accord avec le Mercosur nous permet de montrer que la conciliation en interne entre deux politiques qui sont gouvernées par des intérêts divergents, c'est-à-dire la politique commerciale commune d'une part et la politique agricole commune d'autre part, conduit à ce que l'Union n'affiche pas une position tranchée sur des questions primordiales pour la préservation du modèle européen de l'élevage. Et cette position de l'Union contribue plus généralement à ce que sur la scène internationale, elle peine à s'imposer en leader des négociations et donc à proposer réellement une manière satisfaisante de concilier développement durable et commerce. Il avait été question d'ajouter un addendum qu'un addendum soit intégré à l'accord, mais ceci ne semble pas non plus résoudre le problème puisque du côté du Mercosur, on craint que des sanctions abusives leur soient imposées sur ce principe. Et du côté de l'UE, c'est une solution non plus qui n'est pas satisfaisante puisque ce ne serait pas intégré dans le mécanisme général de règlement des conflits non plus. Voilà, donc la seule solution qui me paraît envisageable, ce serait une renégociation complète des termes de l'accord. Très bien, écoutez, on vous remercie.